Écoutez, un grand merci, merci du mot d'intro, ça me touche beaucoup. C'est évidemment pas à vous de me remercier, c'est à moi de m'excuser de la discourtoisie de ce passage furtif et de vous faire part de ma frustration de ne pas pouvoir rester avec vous plus longtemps. C'est une frustration, à vrai dire, un petit peu compensée à peine par le fait que j'ai assez souvent des occasions de venir au Maroc. Évidemment, je salue les collègues et les autorités marocaines puisque je suis prof associé à l'université technologique de Ben Guerir et nous travaillons sur les questions d'intelligence artificielle en santé avec le professeur Gabriel Malka. Donc je vais essayer de vous partager un certain nombre d'enjeux sur la partie juridique, éthique, associée au développement de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Je vais essayer de vous donner un zoom sur ce qui se passe dans le contexte français et européen. On avait eu l'occasion, en début d'année, certains d'entre vous étaient peut-être présents à Casablanca, d'avoir une session très spécifique sur la question des données de santé. Donc là, je vais vous parler plutôt des enjeux de l'intelligence artificielle, les cas d'usage, la régulation positive, l'impact sur les métiers. Je vais essayer effectivement de le faire dans le timing imparti, en vous précisant que ce qui se passe là en France est sans doute un pays, un tournant plutôt positif sur ce qui se passe dans le domaine de l'intelligence artificielle en santé. Alors tu rappelais avec affection, et je souscris à cette tonalité un petit peu sarcastique sur cette école strasbourgeoise qui sera bientôt supprimée, même si je lui dois beaucoup et que je lui exprime mon respect. Mais effectivement, cette technocratie française qui produit beaucoup de textes est dans un mouvement de bascule positive sur les questions d'intelligence artificielle en santé, en fait assez inattendu, puisque j'ai l'honneur de co-diriger les travaux de préparation de la révision de la loi de bioéthique. Vous savez, la France révise sa loi de bioéthique tous les 7 ans, c'est ce qui se passe. Donc, et j'ai eu la chance de co-diriger le volet numérique et IA de la préparation de la révision de la loi de bioéthique avec le professeur Claude Kirchner, qui est le président du comité éthique de l'Institut de recherche sur l'intelligence artificielle. Donc, tout ça a donné la matrice de l'avis 129 du Comité consultatif national d'éthique, qui est accessible en ligne, un rapport plus détaillé sur les enjeux spécifiques du numérique et de l'IA, qui fait le tour des questions juridiques, qui est accessible en ligne et que vous pourrez voir. Je sais qu'il y a un certain nombre de points de réflexion que vous partagez avec la Commission nationale des données de santé au Maroc. Et ma conviction, c'est qu'il y a évidemment tous les éléments d'un partenariat étroit entre le Maroc et la France, et plus largement l'Afrique, puisque c'est le thème, en saluant les responsables de l'IDAT et en les remerciant de cette invitation, d'avoir placé la transition numérique sous le champ du dialogue France-Afrique, Europe-Afrique. Un point, je vais vous expliquer ce que c'est dans un instant. Début octobre, l'Assemblée nationale a adopté le principe de garantie humaine. C'est un principe qu'on avait porté avec Etikia depuis 3 ans, et je vais vous expliquer ce qu'il en est, mais retenez le message central. C'est bien le moment d'une bascule positive, un peu à l'inverse de notre principe de précaution. On est dans un moment qui est un moment plutôt d'ouverture au déploiement de l'IA en santé. Vous me permettrez deux petits points d'autopromo. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la compréhension des cas d'usage, je vous renvoie à cette référence. Et juste pour faire comprendre les choses, mais je sais que je parle devant un public de personnalités convaincues, l'IA en fait se développe de manière hétérogène dans le champ de la santé. Prenons l'exemple de l'ophtalmologie pour bien le comprendre. En fait, la technique de loin la plus mûre, c'est ce que l'on appelle la reconnaissance d'image par apprentissage machine. Vous prenez un scan, vous prenez un IRM et vous allez entraîner un algorithme à reconnaître dessus le signe ou l'absence de signe de pathologie. C'est une technique qui est mûre dans le champ de l'ophtalmo, dans le domaine de la rétinopathie du diabète, dans le domaine du glaucome, dans le domaine encore de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, pathologie, comme vous le savez, associée au vieillissement. Donc, de loin, la technique la plus mûre, c'est la reconnaissance d'image. Un peu moins mature, en France, en Europe, l'IA de pilotage par les données, celle qui va permettre de collecter des données de santé, d'en déduire des orientations de prévention ou des orientations de prise en charge des patients pour une population déterminée, pour un territoire déterminé. On ne sait pas encore bien le faire. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Par exemple, les londoniens de l'hôpital Moorfields l'ont fait en traitant massivement des données du service de santé britannique pour détecter des facteurs de risque rétiniens. Et puis, troisième cran, on descend encore en opérationnalité, l'IA qui va nous aider à nous repérer dans la complexité. Un patient va se présenter avec un symptôme déterminé et l'IA va en repérer d'autres pour déterminer de nouveaux axes de prise en charge. Évidemment, il y a un enjeu que vous avez tout de suite senti, que vous mesurez bien depuis le Maroc, depuis l'Afrique, c'est qu'on est dans un contexte de compétition mondialisée. C'est depuis avril 2018
que l'Agence de sécurité sanitaire américaine, la FDA, a labellisé IDXDR, qui est un algorithme de reconnaissance d'image en rétinopathie du diabète. Et donc vous voyez bien le cas pratique, c'est que si dans nos pays nous ne sommes pas capables de développer des algorithmes d'IA conformes aux valeurs que nous portons, et je sais, pour avoir ce dialogue régulièrement avec les collègues marocains, qu'il y a un grand nombre de valeurs éthiques que nous avons en partage, eh bien les professionnels et les patients de nos pays se tourneront vers des solutions conçues ailleurs et dont on ne pourra pas garantir le caractère éthique a priori. Dans le champ d'ophtalmologie, dans le champ du cancer, je n'entre pas dans tous les détails, mais vous voyez bien que c'est la même technique, la plus mûre, la reconnaissance d'images par apprentissage machine, avec des programmes d'IA qui viennent analyser massivement des clichés de tumeurs, comme dans le cas par exemple des ganglions lymphatiques, mais aussi il y a beaucoup de cas d'usage développés dans le diagnostic du cancer de la peau, le mélanome, et puis des cas un petit peu plus spécifiques où on va aider les radiothérapeutes à mieux préciser l'irradiation des tumeurs avec une précision algorithmique sur le faisceau de radiothérapie. C'est un bon domaine, le cancer, pour comprendre, et vous me permettrez d'être brutal, ou vous m'en excuserez, quelle est la piste d'athlétisme de la France et de l'Europe sur ces sujets-là. Nous avons été battus sur les solutions de bureautique généraliste. On a été battus sur les solutions de cloud généraliste, et je pense qu'on est en train de l'être au niveau européen sur les solutions d'IA généraliste. En revanche, on ne l'est pas du tout sur les solutions d'IA de pointe. Et il y a une tradition de la médecine d'excellence, de la médecine de spécialité d'excellence, où on peut développer, y compris dans un contexte d'environnement informatique qui ne serait pas forcément européen, des solutions de pointe. Et vous voyez, Therapixel est une start-up française qui a mis au point une des meilleures solutions au monde de diagnostic automatique des mammographies. De la même manière, TheraPanacea a développé, dans le contexte de Paris Sud, une solution très puissante dans le domaine de l'immunothérapie, qui, comme vous le savez, est un des foyers de renouvellement les plus importants en oncologie. Donc c'est plutôt ce qu'on sait faire, l'IA de pointe, l'IA d'excellence, l'IA de spécialité. Et puis l'IA un petit peu plus inattendue, celle qui va nous permettre de dépasser des partitions dans nos systèmes de santé, notamment cette partition entre le champ sanitaire et le champ médico-social qui amène des coupures dans les parcours de prise en charge des personnes. Et on voit ces solutions qui se développent, ces robots Naozorac de stimulation des personnes âgées atteintes de troubles neurodégénératifs en EHPAD, mais aussi ces travaux plus fondamentaux qui se déroulent notamment à l'Institut du cerveau et de la moelle, à la Pitié-Salpêtrière, pour comprendre les mécanismes de neurodégénérescence associés notamment à Alzheimer. Donc vous voyez, on n'est plus du tout dans la science-fiction, l'IA se développe, c'est déjà une réalité d'aujourd'hui. La France et l'Europe peuvent prétendre être présents dans cette compétition mondiale en partenariat avec le Maroc, parce qu'il y a un intérêt à partager des données, un intérêt à développer des solutions, des projets de recherche ensemble. Et on est loin de l'image médiatique. Vous voyez tout ce discours sur la mort de la mort, demain tous guéris. En fait, on est beaucoup plus proche de la mort de la causalité que de la mort de la mort. Je m'explique. En fait, le monde de l'IA, c'est un monde dans lequel vous allez être soumis à des confrontations de facteurs inattendus. Regardez dans le champ de vieillissement, il y a eu cette étude il y a quelques mois montrant qu'il y avait peut-être un lien entre Alzheimer et la présence de bactéries des gencives dans le cerveau, avec une explication qui serait que Alzheimer serait lié à une mauvaise hygiène bucco-dentaire et que du coup c'est une maladie, ce serait une maladie bactérienne traitable par antibiotiques. Est-ce que c'est une percée scientifique ou est-ce que c'est une idée complètement farfelue? Est-ce que c'est une fake news médicale absolue, un artefact statistique complet? J'en sais rien, je ne suis pas médecin, c'est pas à moi de le dire, mais l'IA amène ça. De la même manière, il y a quelques années, on ne l'avait pas pris au sérieux, il y avait eu cette étude chinoise établissant une corrélation inverse entre Alzheimer et le cancer. En gros, si vous avez Alzheimer, vous avez 30% de chances de moins d'avoir un cancer, et réciproquement. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est farfelu? J'en sais rien non plus. Ça n'avait pas été pris très au sérieux, mais vous aviez vu comme moi sans doute cette étude de l'Académie européenne de dermatologie sur 83 000 patients, montrant qu'après ajustement, un diagnostic de mélanome malin est associé à un risque réduit de 61% de développer la maladie d'Alzheimer. Pour les carcinomes basocellulaires et spinocellulaires, les risques sont réduits de 82 et 92%. Est-ce que c'est un artefact? Est-ce que c'est une illusion statistique? Sans doute, peut-être. Ou est-ce que c'est toucher du doigt peut-être un fonctionnement cellulaire? D'un côté, vous auriez la suractivation cellulaire jusqu'à la tumeur, et de l'autre, sa dégénérescence jusqu'à Alzheimer, les deux phénomènes, suractivation et dégénérescence, n'étant pas présents chez la même personne. Vous voyez, le premier enjeu éthique, c'est d'abord, à l'heure de la surinformation, de prendre du recul, de se départir de ces fake news pour essayer de garder un sens du recul et de l'analyse médicale et scientifique pour confirmer ou contredire cette surabondance d'informations.
Dernier exemple, envoyer des cas d'usage très précis en anesthésie et réanimation, des agents conversationnels de pré-consultation anesthésique, et puis une solution développée par Google, par exemple, pour prédire la possibilité de survenue d'une crise cardiaque en anesthésie et réanimation. Donc on y est, c'est le monde de l'IA. D'abord la reconnaissance d'image, et d'abord soit des super percées, soit des super fake news. À la base de tout ça, il faut beaucoup de données, c'est ce qu'on appelle le big data. Donc ça a l'apparence de la clarté, hein. Il faut beaucoup de données, on les collecte directement ou par des objets connectés. C'est clair juridiquement. On sait depuis la transposition du règlement général sur la protection des données que la France est le pays au monde qui a le niveau de protection de ses données de santé le plus fort en droit. S'y ajoute à ces règlements nationaux des règles nationales. Et on collecte tout ça pour essayer d'améliorer la qualité du système. Mais vous mesurez bien que ce qui est clair en première apparence recèle une complexité sous-jacente qui est que, en fait, il y a dans le big data l'idée fausse que toutes les données se vaudraient. Et en fait, vous mesurez bien que ça n'a aucune portée pratique, hein. Ce qu'il y a dans mon iPhone ne vaut pas ce qu'il y a dans mon dossier médical, qui ne vaut pas mon génome. Et d'ailleurs, notre droit bioéthique reconnaît ça depuis la première loi bioéthique, celle de 1994, qui a donné un statut plus protecteur aux données génétiques. Il y a une échelle de sensibilité des données de santé, il faut essayer d'en tenir compte. Donc comment ça marche tout ça? J'ai pas trouvé de meilleure métaphore qu'un détour par la biologie. Alors ce que vous avez sous les yeux après le repas n'est pas un brocoli qui aurait eu des problèmes gastriques, c'est un blob, et le blob c'est une espèce de gros champignon de plusieurs mètres, qui peut atteindre plusieurs mètres. C'est la plus grande créature unicellulaire intelligente connue. Et il a des propriétés étonnantes. Pour se développer, il analyse le terrain sur lequel il se développe. C'est un algorithme de traitement de données. Et il y a un truc que le blob déteste dans la vie, c'est le sel. Quand il rencontre un terrain salé, il s'en souvient et il évite le coup d'après. C'est un algorithme qui apprend, ce qu'on appelle en IA un algorithme de machine learning. Et quand un blob qui a appris, c'est la chercheuse toulousaine Audrey Dussoutour qui nous l'enseigne, rencontre un blob qui n'a pas appris, ce qu'elle appelle un blob naïf, les deux se touchent, entrent en contact, comme des réseaux d'algorithmes, des réseaux de neurones, du deep learning. Et le blob qui a appris transmet son patrimoine d'apprentissage à celui qui n'a pas appris. C'est du transfert d'apprentissage, du transfert learning. Algorithme de traitement de données, machine learning, deep learning et transfert learning, tout était dans la nature avant qu'on le mette en forme informatiquement. Et ce qui est encore plus vertigineux, c'est que les concepteurs du machine learning, ceux qui ont perçu ces algorithmes capables de produire une meilleure version d'eux-mêmes au bout d'un certain temps de traitement de données, John Holland et David Goldberg, ont fait un détour complètement métaphorique il y a 30 ans par la génétique. Ils ont dit le code 0,1 à la base de l'algorithme, c'est comme des gènes. Et un algorithme qui se transforme, c'est comme une mutation du code. C'est pour ça qu'ils parlent de machine learning ou d'algorithmique génétique, sans avoir la moindre idée de là où on serait en 2019. C'est-à-dire que l'algorithmique génétique s'appliquerait à la donnée génétique elle-même. Voyons, part du vivant, un détour par l'artificiel pour revenir vers le vivant avec un mouvement d'interpénétration croissante de ce qui est biologique et de ce qui est artificiel. Pour aller vers ça, il faut beaucoup de données. Donc c'est ce qu'on fait avec Jouve, hein, qui est un groupe français qui est présidé par Thibault Langsade, qui fait du traitement de données. Sur la partie pratique, hein, c'est un groupe industriel. Pour avoir des données alimentant ces algorithmes, il faut aller à la mine. D'abord, et vous savez, si vous avez vu comme moi Le Seigneur des Anneaux, qu'il y a en fait deux niveaux de mine. Il y a le Mordor, ça vraiment c'est l'endroit où il ne faut pas aller, sauf en cas d'extrême nécessité. Et ça pour moi c'est les archives hospitalières. Donc n'y allez pas avant de prévenir vos proches. Et puis vous avez un deuxième cran, ce sont tous ces documents numériques en vrac. Là dans Le Seigneur des Anneaux c'est un peu la Moria, c'est là où il y a les nains, c'est un niveau de mine un petit peu plus sympa. Et donc en fait c'est le document, tous les clichés, les comptes rendus de biologie, les clichés d'imagerie complètement en vrac. Il faut les qualifier, les ordonner pour pouvoir les valoriser à des fins de recherche, dans des contextes de programmes de recherche clinique, dans des contextes publics. C'est un des sens de cette nouvelle plateforme de données de santé, le Health Data Hub, que mettent en place les pouvoirs publics en France, et je sais que vous y travaillez aussi au Maroc pour aller vers l'entraînement d'algorithmes de diagnostic et de pilotage. Ce que l'on fait, nous, j'entre pas dans ces détails-là, c'est que l'on essaye de développer des outils de facilitation de la donnée de parcours, en ayant mis au point, donc il vient d'être fiabilisé, il va être commercialisé sur le marché français dans quelques semaines, des outils d'automatisation des admissions, avec de l'IA qui là va s'appliquer aux documents d'identité, à la carte de sécurité sociale, aux documents de mutuelle, pour éviter que le patient ait à passer aux admissions, avoir une meilleure collecte de l'identité et une injection de données structurées dans les systèmes d'information administratifs et financiers des établissements. C'est important du point de vue administratif et financier, ça permet d'éviter de la perte de recettes,
mais c'est aussi important d'un point de vue médical, ça permet de mieux suivre le patient et aussi de collecter de la donnée de parcours qui derrière va venir alimenter des algorithmes de suivi. Vous voyez, il y a des choses très pratiques, et y compris du développement d'IA sur l'optimisation du process administratif et financier. Évidemment des enjeux éthiques, donc on a tous derrière la tête des images de science-fiction, donc là je vous ai mis Matrix, ça aurait pu être Terminator, mais vous avez remarqué qu'il y a un trait commun dans la science-fiction, souvent les machines ne nous veulent pas du bien, voire elles veulent toutes nous exterminer, mais sans qu'on sache vraiment pourquoi. On ne nous dit pas pourquoi est-ce qu'elles sont si méchantes, et vous avez compris que c'est beaucoup plus une projection de nos craintes face à la technologie qu'une analyse rationnelle des risques. Donc on a essayé de qualifier les types de risques avec le comité consultatif national d'éthique, et il y en a de 3 ordres, il n'y en a pas 15, il y en a 3. Un risque à terme et 2 risques plus immédiats. Le risque à terme, c'est qu'est-ce qui se passe pour les responsabilités juridiques des professionnels, ce à quoi tu m'appelais à commenter. Et bien en fait, à vrai dire, pas grand-chose à court terme, parce que vous avez 2 régimes qui se combinent bien pour saisir aujourd'hui la totalité des risques de dommages, la totalité des possibilités d'indemnisation de dommages associés au recours à des robots ou à des algorithmes. Les 2 régimes, le premier c'est un régime presque préhistorique en droit français, c'est ce qu'on appelle la responsabilité du fait des choses, qui dit que le responsable c'est le gardien de la chose, celui qui en a la maîtrise. Et la chose ça peut être un robot ou un algorithme. Et là ce sera le professionnel libéral ou son assureur en ville, le directeur de l'hôpital ou son assureur en contexte hospitalier. Sauf dans un cas, autre cas bien connu, ce qu'on appelle la responsabilité du fait des produits défectueux. C'est issu d'une directive communautaire européenne de 1985 qui avait été transposée dans une loi française de mai 1998 et qui dit qu'en cas de dysfonction du produit, qui peut être un robot, qui peut être un algorithme, le responsable, c'est le producteur de l'algorithme. Vous voyez, responsabilité du fait des choses, responsabilité du fait des produits défectueux. Les 2 régimes s'articulent bien pour couvrir aujourd'hui la totalité des cas de dommages constatés. Ce n'est pas très étonnant d'ailleurs que le droit se soit adapté à ces enjeux, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui du tout qu'on a eu l'idée d'avoir recours à des programmes informatiques pour s'occuper de santé. Alors, si vous ne la connaissez pas, je vous présente Elisa. C'est le premier agent conversationnel de l'histoire, le premier chatbot. C'est un programme qui a été écrit en 1962, c'est pas d'aujourd'hui, par un algorithmicien qui s'appelle Weizenbaum. Et il fait une expérience, Weizenbaum, qu'on considérerait sans doute lui aujourd'hui comme tout à fait politiquement correcte. Il prend, alors imaginez-vous ça, même si ce n'est pas le cas parce que vous êtes là invité par l'IDAT, il prend un groupe de 100 dépressifs et il le divise en 2 sous-groupes, groupe A, groupe B. Et il leur dit, vous allez discuter derrière un ordinateur avec une psychiatre qui s'appelle Elisa. Donc le groupe A discute vraiment avec une vraie psychiatre, et le groupe B discute avec le chatbot. Ouais, c'est pas du tout de l'IA apprenante, c'est des réponses préprogrammées, du genre comment ça va, c'est très intéressant ce que vous me dites, pourriez-vous aller plus loin, j'ai pas tout compris, pourriez-vous préciser. Vous voyez, des reformulations automatiques. Et à la fin, Weizenbaum fait une enquête de satisfaction et il demande aux 2 groupes, est-ce que ça vous a fait du bien? Et évidemment, le taux de satisfaction est équivalent entre les 2 sous-groupes. Donc ça nous montre, ça nous enseigne l'humilité, ça nous montre que ces questions-là ne sont pas nouvelles, que le droit couvre à peu près tout bien, tout sauf un point, qui est que maintenant que vous êtes des spécialistes des champignons auto-apprenants, vous avez compris qu'il y a un degré de transformation du blob, qu'il y a un degré de transformation de l'algorithme, au-delà duquel il ne finit plus que par ressembler que très très lointainement à sa forme initiale. Et ça correspond à un cas d'exonération du producteur, même en cas de dysfonction de la machine. Ce qu'on appelle le risque de développement, un risque qui ne pouvait pas s'anticiper en fonction des connaissances scientifiques disponibles au moment de la mise sur le marché du produit. Le producteur de l'algo pourra dire « je ne reconnais plus cette version de l'algorithme à ce stade-là de transformation de machine learning ». Est-ce que c'est un problème? Non, on n'en est pas à ce stade-là du développement de l'IA, il n'y a pas de sinistralité constatée. Est-ce que ça viendra? Oui, et sûrement oui, massivement, vu la rapidité du développement de l'IA en santé. La recommandation qu'on a faite, qui a été suivie, c'était de surtout pas traiter cette question dans un cadre franco-français, sinon si un pays prend le sujet tout seul, il se crée un formidable repoussoir à la production de solutions d'IA sur son sol. L'idée de traiter ça dans un cadre supranational, européen, peut-être euro-méditerranéen, pour essayer de créer un régime de responsabilité sans faute pour couvrir ces dommages associés au machine learning pur. Donc ça, c'est un enjeu à terme, pas trop d'inquiétude à avoir sur la responsabilité professionnelle vue d'Europe, et je sais que vous avez des réflexions convergentes au Maroc. En revanche, 2 questions éthiques plus immédiates qui ont été qualifiées par le comité d'éthique. La première, c'est ce que l'on a appelé les risques de délégation. D'abord, délégation de la décision médicale. Vous êtes médecin et l'IA vous propose une solution. Le risque, c'est que, assis sur des centaines de milliers de cas, avec 99% de recommandations, que vous ne vous posiez plus de questions,
et que vous déléguiez votre décision médicale, c'est le médecin presse-bouton. Et le risque existe symétriquement pour le patient, ce qu'on a appelé la délégation du consentement. Et c'est ce qui se passe pour moi tous les soirs, je ne sais pas si ça vous le fait aussi, quand je regarde Netflix. Je suis un consommateur très très heureux parce que je ne regarde que les séries recommandées à 98% et que plus je regarde, plus l'IA sait ce que je veux voir et elle finit par le savoir mieux que moi. Vous voyez, ma courbe de satisfaction est sans cesse croissante sous le double poids de la pression collective et de l'expérience de mes satisfactions passées. Je dis plus jamais non. D'ailleurs, je n'ai pas envie de dire non. Je me suis désabonné à la presse culturelle. Je ne demande jamais l'avis de mes amis. Votre avis ne m'intéresse pas. Il me ferait perdre du temps et il ralentirait la progression de ma courbe de satisfaction. Donc vous voyez, c'est un process complètement empirique, évaporation de la capacité à consentir. Deuxième enjeu éthique, cette confrontation entre l'intérêt individuel et l'intérêt collectif. Possiblement, paradoxalement, l'IA va amener plus de pilotage par les données, plus de personnalisation dans l'immense majorité des cas, mais il y aura certains points de confrontation. Ce sera la situation de cette personne âgée en fin de vie à qui l'IA jugera plus rationnel de ne pas proposer cette thérapeutique très coûteuse, parce que le budget correspondant sera mieux réalloué dans l'intérêt de la santé du plus grand nombre. Et puis, donc, ouais, je vous avais promis un deuxième cas d'autopromo. Donc, j'étais DG du CHU de La Réunion, comme tu le rappelais. On avait été confronté à l'époque à une suspicion de cas d'Ebola lourde. Et je me suis demandé, est-ce que ça aurait été mieux géré si mon interlocutrice avait été une IA plutôt que le ministère de la Santé? Vous imaginez un peu le sujet. Et donc, en fait, probablement, l'IA prendrait des options plus radicales que le ministère, mais avec un souci d'abord d'efficacité dans l'intérêt du plus grand nombre, et en acceptant une dose de sacrifice peut-être pour la population d'un périmètre sous quarantaine. Sur les impacts RH, dans les 5 minutes qui me restent, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc là, je vous renvoie à une étude que l'on avait faite pour l'Institut Montaigne, qui analyse ces effets RH en estimant, en gros, sur ce sujet-là, on avait à peu près tout écrit. Vous aviez des études dans tous les sens, des études qui annonçaient des suppressions massives d'emplois, d'autres qui annonçaient des créations de postes mirifiques. La vérité est beaucoup plus prosaïque. On a fait une méthodologie à partir du répertoire des métiers de la santé en décomposant les activités tâche par tâche, en estimant à chaque fois quel était le potentiel d'automatisation, faible, moyen ou fort, pour arriver à cette estimation que sur le 1,3 million emplois du système de santé français, il y a entre 40 000 et 80 000 ETP potentiellement automatisables. Et avec deux préjugés à contrebattre. Le premier, c'est que ces emplois automatisables portent d'abord sur les fonctions non soignantes, non médicales, le back-office, l'administration, les RH, la logistique. Le radiologue espèce en voie de disparition, c'est un mythe. On n'en est pas à ce niveau-là. Le sujet, c'est d'abord l'automatisation des fonctions support qui ne dégradent pas la qualité de la prise en charge des patients. Et puis vous avez un deuxième préjugé, l'idée est que l'IA se développerait d'abord vers les structures innovantes. En fait, ça correspond à une partie du sujet, mais une partie seulement. À côté de ça, vous avez ce qu'on pourrait appeler de l'IA de prêt-à-porter, qui va d'abord se développer dans les territoires de nos pays dans lesquels la réponse médicale ne sera pas satisfaisante et où on se contentera d'une solution moyenne. Pour réguler tout ça, donc plusieurs principes, vous aurez évidemment la présentation. L'information et le consentement du patient. Là, le droit actuel suffit. Si on le complète d'une information du patient sur le fait que la proposition thérapeutique est assise sur une recommandation d'intelligence artificielle, nouveau devoir d'information du professionnel. La garantie humaine de l'IA, j'y reviens dans un instant avec des exemples appliqués, ce sera plus concret. Mieux graduer le niveau de protection des données en fonction de leur sensibilité, vous voyez, pour sortir de cet effet abrasif du big data dont je parlais. Accompagner l'adaptation des métiers pour éviter de se retrouver dans la situation du petit dessin, avec des choses qui se passent, peut-être pas assez vite, mais avec l'opportunité peut-être d'insérer tout ça dans la formation médicale initiale, dans la formation médicale continue. C'est depuis août de cette année que l'IA a été reconnue comme orientation prioritaire de développement professionnel continu. Et puis évidemment, ces 4 premières clés devront se mettre en œuvre sous la supervision d'une autorité externe indépendante. Alors bienvenue donc dans le monde de la garantie humaine algorithmique, ça fait Algorithmic Human Warranty, en bon contexte francophone. C'est sympa et ça s'applique réellement et concrètement. Vous voyez ce premier cas d'usage qu'on accompagne avec Ethikia auprès de l'Union française pour la santé bucco-dentaire, l'Union des dentistes, qui a mis en œuvre un programme de financement innovant de la loi de financement de la sécurité sociale pour développer une IA assez chouette, développée par une start-up qui s'appelle Dental Monitoring. Faites une vidéo dans la bouche d'un résident d'établissement pour personnes âgées
et l'IA redresse la vidéo sous forme de panoramique dentaire avec une prédétection du risque carieux et du risque inflammatoire. Donc nous accompagnons sur 48 EHPAD la diffusion de cette solution, 48 établissements de personnes âgées, et on met en place la garantie humaine de ça. Et ça va se passer comment? En fait, on va accompagner l'Union des dentistes et la start-up en mettant en place un collège de garantie humaine rassemblant des chirurgiens dentistes, des résidents et leurs familles, pour aller revoir tous les 3 mois 30 dossiers déjà traités par IA, par des chirurgiens dentistes, indépendants de la start-up, et repérer les faux positifs et les faux négatifs. Et identifier les écarts au fil de l'eau pour mettre en place des mesures de rétroaction et de contrôle qualité. La garantie humaine algorithmique, ça n'est que ça, un contrôle qualité au fil du temps. Deuxième cas appliqué, ce projet de norme que je vous enverrai, qu'on a fait avec les équipes de l'Institut hospitalo-universitaire Imagine, sur les cas d'usage de la bonne régulation de l'IA appliquée aux données génomiques. On a échafaudé un projet de norme autour de la notion de périmètre de sensibilité, permettant des traitements plus profonds de machine learning, de deep learning, à partir d'un programme porté par Imagine de détection des facteurs génétiques des ciliopathies rénales, mais dans un contexte de périmètre de sensibilité informatique plus protégé, notamment vis-à-vis du système d'information de droit commun de l'hôpital. Et puis enfin, la garantie humaine s'exerce aussi sous égide des professions, avec notamment cet écosystème Dream France IA qu'on accompagne, qui est un écosystème qui a été créé par les radiologues libéraux et hospitaliers pour porter des cas de régulation de ce que doit être la bonne IA, la labelliser, encourager son développement. Et il y a des écosystèmes de même ordre qui se développent notamment en biologie ou en médecine d'urgence. Donc vous avez compris mon message, en écho à l'introduction et en vous m'excusant encore de ce passage furtif parmi vous, c'est que dans des fonctions antérieures, comme tu le rappelais gentiment, j'ai eu l'honneur de contribuer à l'expression de notre génie national en matière de production réglementaire, mais que là, sur l'IA, c'est surtout pas le moment de faire ça, parce que si on ajoute des crans de surréglementation, en fait, on encouragera les professionnels et les patients à aller voir ailleurs, en ayant recours à des solutions qui ne seront pas développées dans nos pays et dont l'équation économique sera non soutenable pour nos systèmes de santé. C'est le moment de la régulation positive, c'est le moment de s'ouvrir, et la meilleure manière de le faire, c'est de le faire par la garantie humaine du développement de l'IA en santé. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup, c'était encore mieux si j'appuie dessus. C'était absolument passionnant. Je crois qu'il faut repartir maintenant ou j'ai le temps pour une question? Allez, il a une question, c'est bon. Une question, alors... L'avion attendra. Ouais. L'avion attendra, oui. On va essayer de se débrouiller. Alors, on a vu la responsabilité du médecin qui ne choisit pas de la vie de l'IA, oui. Mais quid du contraire? Quid d'un médecin qui ne prend pas la vie de l'IA? Est-ce que là, on ne peut pas se retourner contre lui? Alors, vous avez compris, tu as compris mon point de vue, c'est que je ne crois pas que l'IA fera disparaître des spécialités médicales, avec peut-être une exception, je m'excuse s'il y en a dans la salle, pour l'anatomopathologie. L'anapathe, j'en suis convaincu, ça va disparaître, je l'ai dit ce matin. Eh ben, très bien, non, c'était pas concerté avant. Hein. Donc, sinon, pour les spécialités à spectre plus large comme la radio, on n'est pas dans cette perspective-là. En revanche, si les radiologues ne disparaîtront pas en tant que radiologues, les radiologues qui n'auront pas recours à l'IA disparaîtront, au profit des radiologues qui auront recours à l'IA. Parce que, tout simplement, comme on l'a connu dans des vagues d'innovation technologique antérieures, vous avez des radiologues qui se sont ouverts au scanner, qui se sont ouverts à l'IRM, et aujourd'hui, c'est juste pas concevable de faire ce métier sans ces outils. Donc l'IA va amener de l'aide à la décision, va amener des gains de qualité pour les professionnels et les patients. Il faut s'y ouvrir. Ce qui pose la question, et c'est évidemment une question majeure pour nos systèmes de santé, hein, de part et d'autre la Méditerranée, c'est quelle soutenabilité économique on donne à l'innovation en médecine algorithmique. Il y a un rôle pour la protection de base, mais il y a aussi un rôle pour la protection sociale complémentaire. Il faut essayer d'incuber ça en innovation dans nos pays. Dernier point. J'ai parlé d'un cas dans la prévention du cancer. On sait bien que grâce à l'IA, on va diagnostiquer des images beaucoup plus précocement que l'œil humain ne peut le faire. Ça veut dire que potentiellement, on peut être amené à traiter des gens qui en fait n'exprimeront jamais la maladie. Et effectivement, l'équilibre collectif est difficile parce qu'on va avoir les effets indésirables des traitements qu'on aura donnés à des femmes qui peut-être n'en auraient pas besoin. Donc ça va ouvrir un pan complètement différent et sur le plan éthique et sur le plan juridique.
C'est pour ça que la garantie humaine est une notion fondamentale. C'est-à-dire que si on laisse l'IA sans aucune régulation, sans aucun accompagnement, effectivement, on va aller vers des diagnostics aberrants, chacun d'entre nous étant potentiellement un malade qui s'ignore. Il y a effectivement le risque d'une information non accompagnée. Et il faut bien mesurer quel est le rôle de l'intermédiation du professionnel. C'est de qualifier l'information, de la graduer. C'est garder une médecine humaine, heureusement. Oui, bien sûr, mais vous comprenez bien que vous voyez, c'est pas simplement le rôle du professionnel de santé n'est pas qu'un rôle de gentil accompagnateur de l'IA. C'est un rôle de régulateur au sens premier du terme. C'est-à-dire qu'il doit être capable, dans certains cas, de substituer son expertise à l'approche automatique. Parce que dans certains cas, l'automatisme est machinal, et ce qui est machinal peut être une mauvaise manière de prendre en charge de l'humain. Dernier point qui a été développé par Jean-François ce matin, le problème de l'IA, c'est que finalement, c'est de l'expérimental puissance 100, 350, 400 000, sans nécessairement explication. C'est très bien ce que tu as dit, le lien entre Alzheimer et cancer, c'est peut-être lié à la télomère, à voir, mais c'est ça aussi qui est très déconcertant. Mais c'est une approche empirique et pas nécessairement toujours une approche analytique explicative. Oui, il faut du recul. La clé, c'est de garder l'esprit critique à l'heure de l'IA, mais en gardant quand même comme ligne de base éthique, ce qu'on a exprimé avec le comité d'éthique en tant que tel, qui est que le risque éthique premier, ce serait de ne pas s'y ouvrir. Il y a tellement de non-qualité et de sous-efficience dans nos systèmes de santé liés à un recours insuffisant à la e-santé qu'il faut s'y ouvrir. Par contre, il faut le faire de manière accompagnée, en étant dans un cadre de garantie humaine par les professionnels. Merci beaucoup. Il ne faut Merci pas rater l'avion. Je crois qu'on peut l'applaudir encore.